Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel qui existe depuis aussi longtemps que l'humanité existe. Je parle évidemment de l'amour avec un grand A. C'est un sujet si ancien que même le philosophe Platon y a dédié l'un de ses ouvrages, aujourd'hui considéré comme un classique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en parlant du banquet. Le banquet, c'est un texte de Platon écrit aux alentours de 380 avant Jésus-Christ, et comme vous le savez si vous avez vu mes anciennes vidéos, c'est toujours la même chose avec les textes platoniciens. Les textes sont constitués principalement d'une série de discours de plusieurs personnages qui vont parler d'un sujet spécifique. En l'occurrence, pour le banquet, c'est l'amour. Et d'ailleurs, chose importante à savoir, à l'époque, l'amour était assimilé à Eros, une divinité primordiale dont le terme érotisme est d'ailleurs issu, donc quand on parlera d'Eros dans cette vidéo, il faudra directement penser à l'amour. Alors dressons le contexte. Le dialogue prend place à un banquet, une fête organisée par un dénommé Agathon pour célébrer sa victoire à un concours auquel il a participé, les Grandes Dionysies. Les Grandes Dionysies, c'était des fêtes religieuses dédiées à Dionysos, le dieu du vin et des festivités. À cette fête, on va y retrouver plusieurs personnages célèbres de l'Antiquité, dont évidemment Socrate, Phèdre et encore Alcibiade. Alors, il faut relever que contrairement à l'Hippias majeur, où la discussion n'était qu'entre Hippias et Socrate, là, dans le banquet, on a près de 8 personnages qui vont, tour à tour, être invités à faire un éloge de l'amour. C'est un peu comme un jeu en soirée, où chacun va partager sa réflexion et ses convictions sur l'amour. Et ce sont ces discours que l'on va examiner aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier discours, c'est le discours de Phèdre. C'est Phèdre qui commence, et pour lui c'est simple. L'amour, c'est une des plus belles choses qui puissent exister. L'amour, c'est comme un guide qui insuffle aux humains les bonnes actions, les bonnes conduites à avoir. Pour expliciter un peu cette idée de l'amour comme quelque chose d'extraordinaire, il prend l'exemple d'une armée qui ne serait composée que de soldats amoureux. Et Phèdre il dit que si tous les soldats sont amoureux, alors ce seraient les soldats les plus forts puisqu'ils seraient gonflés de courage par l'amour qu'ils portent à leur conjoint, à leur amant. L'amour, donc, pour Phèdre, ça insuffle à ceux qui aiment, ça rend les amants capables de mourir pour ceux qu'ils aiment. Et donc, ceux qui aiment sont plus courageux que les autres. D'autant plus que, pour Phèdre, l'amour et le courage mis au service de l'amour est loué par les dieux. C'est une vertu qui est extrêmement haute à l'égard des dieux. Et donc on comprend pourquoi Phèdre loue l'amour comme quelque chose d'extrêmement positif. Dans le banquet, dans l'ordre, après le discours de Phèdre, vient celui de Pausanias. Pausanias, il va apporter une subtilité au premier discours de Phèdre. Il va affirmer qu'en réalité, il existe deux Eros. Il existe deux types d'amour. Il dit que d'un côté, on trouve l'amour qu'on appelle vulgaire, l'éros vulgaire, et que de l'autre, on trouve l'amour beau, l'amour qu'on appelle l'amour céleste. Et pour Pausanias, l'amour vulgaire, ça renvoie à l'amour du corps. Il est lié à l'amour physique et superficiel. Alors que l'amour céleste, c'est quelque chose qui est pratiqué au niveau de l'esprit, et aussi qui est pratiqué entre hommes. Bon. C'est une subtilité. Donc voilà, Pausanias il oppose ces deux types d'amour puisqu'il dit que l'amour vulgaire c'est plutôt quelque chose qu'on pratique entre sexes opposés pour simplement des considérations sexuelles. Et pour Pausanias, ce qui fonde la supériorité de l'amour céleste par rapport à l'amour vulgaire, c'est véritablement le temps. C'est le temps qui passe qui est révélateur de l'amour le plus supérieur puisque, selon Pausanias, l'amour vulgaire, l'amour du corps, est consommé, et quand il est consommé, eh bien, il disparaît. C'est ensuite au tour de notre troisième convive, Eryximach, de partager sa vision de l'amour. Alors, il faut savoir qu'Eryximach, c'était un médecin. Il va donc principalement poursuivre la réflexion en impliquant la médecine dans le sujet de l'amour. Alors, Eryximach, il partage la distinction que fait Pausanias entre d'un côté l'amour céleste et de l'autre l'amour vulgaire, puisqu'il affirme que le bon médecin, c'est celui qui se sert de l'amour pour guérir les malades. Le médecin accompli, c'est celui qui réussit à établir l'amour et la concorde entre les éléments du corps qui sont en conflit. Rappelez-vous, un élément qu'on retient des présocratiques, c'est que la médecine de l'époque, elle repose en partie sur la théorie des éléments, ou en tout cas sur la conception que le corps repose sur du froid, du chaud, du sec, de l'humide, et un équilibre entre ces éléments-là. Pour Eryximach, l'amour, en fait, c'est une force unificatrice qui vient remettre de la concorde, remettre de l'harmonie entre ces éléments. Et donc, il nous explique aussi que c'est la discorde et la disharmonie entre ces éléments-là qui créent la maladie.
Et donc il conclut en disant que l'éros céleste vient renforcer l'harmonie entre ces éléments, tandis que l'éros vulgaire vient créer du déséquilibre et de la destruction. Donc là, on voit vraiment en quoi Eric Zimac vient renforcer, vient appuyer avec de la science le discours de Pausanias sur les différents types d'éros. Eric Zimac finissant son discours, c'est le tour du légendaire Aristophane de parler. Aristophane, il fait le choix plutôt de se poser la question de l'origine de l'amour. Mais où est-ce que vient cette chose qu'on appelle l'amour? D'où est-ce que vient cette chose qu'on appelle l'amour? Et pour répondre à cette question, Aristophane il va raconter une histoire qui deviendra célèbre et qui restera sous le nom du mythe d'Aristophane. Pour expliquer l'origine de l'amour, Aristophane il nous raconte cette histoire. Il explique qu'autrefois, les êtres humains étaient différents. Il explique que les êtres humains, c'était des êtres qu'on appelle androgynes. Ils étaient à la fois hommes et à la fois femmes. Ils avaient 2 visages, 4 jambes et 4 mains. Et un jour, ces anciens humains, qu'on appelait les androgynes, ils tentèrent de se rapprocher des dieux en voulant devenir leur égal. Et pour les punir de leur manque de tempérance, de leur manque de respect, de leur trop grande ambition, Zeus y décida de les couper en 2 pour les affaiblir, résultant en un être mâle d'un côté et un être femelle de l'autre. Cet être qui était androgyne, qui avait les 2 sexes, était maintenant séparés. Et donc ces êtres qui étaient coupés en 2, ils cherchèrent à se réunifier, à s'enlacer. Mais c'était déjà trop tard, leur nature avait changé, et donc jamais plus ils ne pourraient redevenir des êtres de symbiose. Et alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, dans ce mythe raconté par Aristophane, c'est que Aristophane il met en avant l'idée que la volonté d'union que l'on a à l'égard d'autres êtres humains est en fait un vieux réflexe hérité de cette séparation fait par Zeus. Et donc c'est comme si, en un sens, on cherchait sans cesse à rassembler notre ancienne nature d'androgyne. Donc ce discours il est vivement applaudi par toute l'assemblée, ce discours d'Aristophane, il vient vraiment marquer son audience au fer rouge avec cette conception du rapport fusionnel à l'autre, et donc l'amour viendrait de ce mythe. Après le discours plébiscité d'Aristophane vient celui d'Agathon, où il explique qui est Eros, qui est ce dieu de l'amour. Alors Agathon, il va le décrire comme le plus beau, le plus jeune des dieux, le plus heureux. Il dit que c'est un dieu qui exclut toute violence et qu'il fuit les âmes dures. Mais alors que le discours d'Agathon est applaudi, vient sur scène un philosophe extraordinaire que vous connaissez tous, que l'on attendait tous. Je parle bien sûr de Socrate. Alors vous avez dû le ressentir notamment avec le discours précédent, celui d'Agathon, mais il y a comme dans l'air un éloge lyrique de l'amour par certains des convives, et ça Socrate, lui, il se laisse pas berner. Directement, Socrate, il va balayer la vision rhétorique de l'amour en rappelant à l'assemblée qu'une telle manière de faire pour essayer de comprendre ce qu'est quelque chose ne peut être que fallacieux. Si on veut vraiment aller au fond des choses, il faut se questionner en profondeur. Et donc, pour Socrate, il faut aller rechercher la vérité véritable des choses, ce qu'elles sont en leur essence. C'est toujours la même chose avec Socrate. Donc, dans un premier temps, Socrate, il va mettre en lumière une petite réflexion sur un élément fort de l'amour. Il dit que on aime d'amour souvent quelque chose que l'on n'a pas, tandis que l'on ne désire généralement pas plus ce que l'on a déjà. Par cette petite réflexion, il révèle donc que l'amour est amour de quelque chose qui nous manque. Pour Socrate d'ailleurs, l'amour n'est ni bon ni beau, sans pour autant d'ailleurs être l'inverse, c'est-à-dire quelque chose de mauvais. En fait, pour Socrate, l'amour, c'est un daimon. Un daimon, c'est un esprit qui inspire les hommes et fait le lien entre eux, c'est-à-dire les mortels, et le divin, les immortels. Pour Socrate, l'amour, c'est un être intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et en fait, pour Socrate, dans sa conception de l'amour, Eros, c'est pas seulement le désir de posséder ce qui est bon, mais c'est le désir de posséder ce qui est bon pour toujours et d'en avoir une quête perpétuelle. Car c'est dans la quête du bon que se trouve la raison d'être de l'amour. Pour preuve, Socrate il va prendre l'exemple de ce qu'on appelle la fécondité, c'est-à-dire la capacité à engendrer quelque chose qui nous survit en un sens. Pour parler de la fécondité, il va distinguer d'un côté la fécondité du corps, qui engendre des enfants, et la fécondité de l'âme, partagée par ceux qui sont inspirés, par notamment les artistes, et qui engendrent des choses moins périssables que la fécondité du corps. Et donc il en arrive à la quasi presque définition que l'amour c'est la recherche de la beauté absolue. Socrate il atteint des niveaux de réflexion très intenses avec les convives, mais à ce moment-là, il y a un autre personnage qui rentre dans la scène, qui déboule, qui fait son entrée
Alcibiade. Alcibiade, il arrive dans le banquet un peu sous l'effet de l'alcool, et là il se met d'un coup à faire l'éloge de Socrate. Alcibiade, c'est un beau jeune homme de la noblesse athénienne qui est assez connu dans les textes platoniciens, qui revient de temps en temps. Et là, Alcibiade, il va tenter de séduire Socrate avec l'éloge qu'il va lui faire. Alcibiade, il va comparer Socrate au Silène. Le Silène, c'est un demi-dieu un peu caricatural du moche. Et cette scène, elle va à nouveau mettre en avant une idée, qui est un peu l'idée d'ailleurs fil rouge du banquet de Platon. C'est l'idée que, au-delà des belles choses ou des choses moches, peut se trouver une beauté intérieure, un amour intérieur, plus puissant que la beauté des corps, plus puissant que l'amour du vulgaire, que l'amour du superficiel. Et Socrate, il en est d'ailleurs l'incarnation, puisque Socrate, il était considéré comme laid au dehors. Et donc, l'intervention d'Alcibiade, elle est assez intéressante en ce sens. Alors, le banquet de Platon, il prend fin comment? Eh bien, il prend fin alors que la fête reprend de manière plus intense, avec notamment l'arrivée d'une foule de nouveaux fêtards. Donc comme on l'a vu, le banquet, c'est une œuvre très riche, qui fait intervenir de nombreux personnages, et qui est, quand on parle de Platon, une des œuvres les plus citées. C'est une œuvre qui reste quand même complexe, donc je n'ai pas pu revenir sur tous les éléments de subtilité qu'elle renferme, mais mon but, c'est avant tout de vous donner envie de lire ces livres, de vous donner envie de les acheter et d'ouvrir la première page. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et de vous être intéressé au banquet de Platon et à ce sujet, à ce grand sujet qu'est l'amour, et j'espère que vous l'embrassez dans vos vies.